Donc, ouais, bonjour, on va faire la présentation à deux. On avait démarré avec Arnaud la discussion, donc il va vous expliquer un peu l'introduction, d'où ça vient. Et puis moi, après, je ferai la deuxième partie. Très bien. Je vais essayer d'aller vite, hein, c'est pour ça qu'on enchaîne. Donc c'était suite à la journée des roboticiens à l'heure des défis écologiques qu'on avait organisé en décembre avec le réseau 2RM, où j'ai présenté, je vais vous refaire un tout petit résumé, la problématique de l'écologie et que nous-mêmes on pourrait participer ou en tout cas y réfléchir. Et donc Jonathan m'avait contacté sur la thématique des low-tech et ça me semble très intéressant. Donc juste un petit rappel, là ça confirme ce qu'on avait un peu prévu. Il y a l'université de Strasbourg apparemment qui a fermé une semaine de plus que prévu à cause du froid. Le jour de ma journée, il a fait tellement froid que des gens sont partis avant la fin, tellement ils en pouvaient plus. Et ceux qui étaient là, peut-être qu'ils se rappellent qu'ils étaient en manteau. Et il y a plusieurs entreprises qui ont dû fermer cet hiver parce que ça tenait pas. Donc on se dit qu'il n'y a pas eu de problème de coupure d'électricité, mais en fait c'est aussi parce que on a fait ce qu'il fallait. Il y a un autre truc, c'est que le prix de l'énergie a beaucoup augmenté. Alors ça, peut-être que vous voyez, vous dites oui, c'est à cause de la crise en Ukraine, mais le trait rouge, c'est pas du tout la crise en Ukraine. S'il y a 2 ans, c'est à peu près 1 an avant la guerre en Ukraine. Donc l'énergie a bien commencé à augmenter beaucoup avant. Et puis là, elle rediminue bien alors que malheureusement la guerre n'est pas finie parce que on a passé le pic de l'hiver et qu'on se dit que c'est bon, il y aura peut-être pas de tension, ça va sûrement réaugmenter cet été où on va se réinquiéter que de l'hiver qui arrive. Parce que la vraie raison a priori, c'est qu'il y a une baisse de production de gaz en Europe continue. Donc c'était là en l'Angleterre, après ça a été la Norvège, etc. Et ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait on va dans le mur et l'idée c'est que chacun puisse essayer d'arrêter comme il peut. Alors effectivement il y a des trucs plus ou moins efficaces ou bien et c'est ce qu'on voudrait réfléchir, mais l'idée c'est quand même d'essayer de faire quelque chose et je vais vous montrer. Donc il y a la petite phrase plus effrayante encore que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. C'est l'idée que surtout c'est surtout les gens qui font rien qui sont un peu effrayants dans ce genre de problématique. Et je vais vous montrer qu'il y a eu quand même des bonnes nouvelles dans le passé. Par exemple, il y avait le fameux trou dans la couche d'ozone. En 87, on a pris une loi, donc c'est où il y a la flèche, pour arrêter d'utiliser les gaz qui posaient le problème. Et effectivement, le trou a arrêté de s'agrandir. Les accidents de voiture, vous voyez, on allait vers 20 000 morts par an. On a décidé de prendre des lois sur ceinture de sécurité, limitation de vitesse et alcool, et ça a très bien marché. Les abeilles étaient en train de disparaître, beaucoup diminuer. En 2013, on a pris une loi sur les néonicotinoïdes qui a été très efficace et les abeilles reviennent. Et enfin, par exemple, sur les cancers, on a pris des lois sur le tabac et l'alcool, typiquement la loi E20, et il y a une grosse chute des cancers. Donc voilà, c'était le côté positif après ce que je vais faire. Et après ce que je vous ai présenté. Donc nous, dans nos domaines, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est surtout qu'on peut utiliser du high knowledge pour faire du low-tech, c'est l'idée. Et typiquement, moi par exemple, je travaille sur les robots en bois. Alors c'est un truc très, très à part, qui n'est pas encore très, très en public. Mais c'est l'idée de réutiliser des composants qu'on a sur l'étagère, qui sont low cost et qui ont des basses capacités, mais grâce à l'apprentissage, faire en sorte qu'on va quand même avoir un contrôle précis, peut-être au dernier moment, parce qu'on va apprendre ses défauts. Et il y a Sébastien Briot qui développe aussi des robots en bois. Alors lui, c'est vraiment des robots parallèles industriels, c'est une autre technologie. Et puis il y a aussi des applications qui peuvent être pas mal. Le projet que je vous présentais tout à l'heure sur, par exemple, replanter des arbres ou de la verdure, en tout cas à la frontière. Alors c'est pas dans le désert, c'est vraiment à la frontière pour empêcher. Typiquement, c'est même plutôt l'ensablement qui est la problématique, et puis l'humidité qui s'en va, etc. Le sol qui se dégrade. Et je vais laisser la main à Jonathan. Merci. Ouais, donc voilà, c'est des problématiques qui peuvent faire un peu peur, c'est sûr. Donc là, j'ai vu apparaître la thématique sur, déjà la journée organisée par Arnaud et puis apparaître la thématique dans l'appel des Tech Days. Je me suis dit bon allons-y. Donc voilà, alors, on peut partir déjà de ce qu'a indiqué le comité d'éthique. Donc c'était le CNRS qui avait demandé ça au comité d'éthique du CNRS. Et donc
le COMETS, il invite à penser nos activités de recherche au regard des enjeux environnementaux. Donc c'est très énigmatique. Donc pour nous, ça veut dire comment penser l'enseignement et la recherche en robotique et mécatronique au regard des enjeux environnementaux. C'est comme ça qu'on pourrait formuler la question qu'on peut se poser entre nous dans notre communauté. Et c'est une question qui est vaste. Et moi, cette question-là, elle m'évoque d'autres sous-questions en fait, et parce qu'on peut pas répondre à tout tout de suite. Mais en tout cas, les premières questions qui me viennent, qui peuvent découler de ça, c'est quelle est la place de low-tech dans une société durable? Donc réfléchir à la notion de low-tech, puisque c'est quand même pas mal autour de ça qu'on travaille. Peut-on faire de la mécatronique low-tech? Donc ça c'est la question un peu tarte à la crème, mais justement, commencer à regarder de plus près. Est-ce que c'est juste une lubie ou est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Voilà. Et la question qui est intéressante, c'est l'implication des étudiants. Donc comment former les étudiants sur ces sujets? Parce que là, pour le coup, ils sont vachement demandeurs. Voilà, donc là, grosso modo, la suite de la présentation, ça va être, dans un premier temps, je vais vous parler d'un article que j'ai lu sur ce sujet, de collègues qui ont écrit sur ce sujet-là. Donc je vous ai fait quelques planches pour vous retranscrire ce qui m'a paru intéressant pour notre communauté, puisqu'ils ne sont pas de la même communauté. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter trois petits projets low-tech que j'ai essayé de faire, qu'on peut nommer low-tech, que j'ai essayé de faire à mon laboratoire avec nos étudiants. Et voilà, à la fin, on pourra éventuellement essayer de dégager des petites conclusions, discuter, débattre, si ça vous intéresse, autour d'une bière ce soir. Voilà. Donc, alors juste pour démarrer low-tech, alors peut-être chacun a sa définition du low-tech. On va prendre celle du low-tech lab qui est quand même assez capignon sur rue. Donc c'est une technologie qui est utile, accessible et durable. Donc vous pouvez aller voir le low-tech lab, c'est vachement intéressant. Ils ont un wiki avec plein de petits tutos. Donc vous pouvez faire, ça va de la marmite norvégienne à la remorque génératrice solaire. Enfin, j'en passe. Hein. Donc il y a des choses un peu technologiques. Il y a des choses un petit peu plus basiques, voilà. Mais bon, ça, on va dire, ça s'adresse au grand public. C'est souvent du bricolage et ça reste assez éloigné de ce qu'on fait au quotidien nous dans les laboratoires. Donc ce qui est plus intéressant, c'est de regarder justement les low-tech dans l'enseignement supérieur à la recherche. Donc ce que je vous ai dit, il y a un article qui s'appelle Une approche de la low-tech dans l'enseignement supérieur à la recherche par donc c'est Guillaume Guimbretière, Sacha Odek et Mathias Ballan. Donc ça date de cette année. Hein. Donc j'essaie de ressortir un peu les grandes lignes. Donc ils disent que déjà une technologie, pour eux, elle est low-tech si elle constitue une brique élémentaire d'une société pérenne, équitable et conviviale. Donc c'est-à-dire que on va plus parler de low-tech pour juste un objet, mais plutôt comment cet objet peut s'insérer dans une société qui peut être considérée comme durable. Donc on va essayer de commencer à déconstruire, décomposer les éléments en sous-parties, et on va essayer de réfléchir comment elles s'imbriquent les uns avec les autres, et puis commencer à travailler sur une partie qui pourrait s'en ficher avec d'autres parties qui seraient raisonnables. Donc c'est sûr que là, à ce stade, si on veut vraiment faire de la low-tech, il faut quand même avoir un début de démarche technocritique, c'est ce qu'ils appellent la technocritique, c'est-à-dire quand même de avoir en tête que on baigne dans la technologie et qu'il faut quand même savoir la remettre en question d'une manière ou d'une autre. Ensuite, ce qu'ils mettent en avant, c'est que le truc important qui était aussi dans le Low-Tech Lab, c'est donc la technologie doit répondre à un besoin. Donc ça, pour nous, ça veut dire qu'il faut peut-être renforcer l'interaction entre nos milieux académiques et le milieu citoyen et les collectivités, en fait, donc pour être peut-être un peu plus en prise avec la société civile et essayer de travailler sur l'utilité sociale de nos travaux. Par opposition aux dérives parfois qu'ils appellent donc techno-push, c'est-à-dire les dérives techno-push, c'est d'essayer d'aller développer une technologie pour développer une technologie et ensuite d'essayer de trouver un marché pour le pousser sur le marché là où il n'y a pas forcément un besoin. Donc ça, c'est une dérive qui est typiquement qui va avoir pour effet de dégager les côtés négatifs de la technologie en fait. Ensuite, il y a deux notions qui sont intéressantes à garder en tête, c'est que le fait que la low-tech est relative, c'est-à-dire qu'une low-tech est toujours une technologie est toujours low-tech par rapport à une autre. Donc, on peut comparer les technologies entre elles en termes de plus ou moins low-tech. C'est pas forcément low-tech ou pas low-tech. Et flottant spatialement, parce que pour que ce soit durable, il faut que, en fait, on va essayer d'utiliser des ressources locales, donc typiquement le réemploi, mais pas que. Et donc on va prendre ce qu'on a sous la main, et donc forcément ce qu'on a sous la main, c'est pas la même chose si je me déplace dans l'espace, et c'est pas la même chose aussi dans le temps. À un moment donné, je vais avoir certaines ressources, puis à d'autres moments, je n'en aurai plus. Donc la notion de low-tech, elle est pas forcément la même partout et tout le temps.
Voilà. Et enfin, le dernier point qu'ils mettent en avant, qui pour nous est beaucoup plus naturel dans l'espace dans le monde de la recherche, c'est bon, la pratique des connaissances ouvertes. Là, pour le coup, tout ce qui est open source, open design, on est quand même assez familier avec ça et c'est déjà très répandu. Donc, deuxième partie, donc sur la place de la high-tech. Donc, bon, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est un outil utilisé avec parcimonie. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer, on peut utiliser la high-tech pour le bien commun, mais la dérive qui va poser problème, c'est plutôt la partie gadget produit en masse. Donc, à partir de là, on peut voir que nous, dans notre travail de recherche, à partir du moment où on fait une critique un peu rigoureuse de ce qu'on fait et qu'on travaille sur l'utilité sociétale de nos recherches, il n'y a pas forcément de problème à utiliser des high-tech, notamment toutes les recherches se font avec un ordinateur et le propos c'est pas forcément de dire j'arrête la recherche, j'arrête d'utiliser l'ordinateur. Donc il y aura forcément de la high-tech à un endroit ou à un autre dans notre démarche de recherche. Donc ça on peut le garder en tête. Et donc le point un peu où ils disent qu'il faut être vigilant, c'est plutôt comment limiter la diffusion vers une production de masse des outils high-tech. C'est-à-dire qu'on peut développer des outils high-tech pour des recherches, pour réfléchir à des choses qui vont vers le bien commun, mais un truc important à être vigilant, c'est de ne pas se retrouver à ce que ces outils-là ils soient développés en masse dans des versions gadgets ou pour le grand public ou des choses qui n'auraient pas forcément d'utilité ou qui vont juste alimenter une certaine logique de marché, quoi. L'autre point sur la high-tech qu'ils mettent en avant, c'est l'histoire de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que si on a accès à une autre haute technologie toujours plus performante, on va pas forcément se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de toujours de précision, toujours plus de mesures. Et donc, ils mettent en garde un peu sur le fait qu'on peut aussi se poser la question de est-ce que j'ai besoin de toujours plus de précision ou est-ce que je peux pas aussi travailler en recherche vers ce qu'ils appellent une pensée de la non-mesure, c'est-à-dire est-ce que je peux pas avoir moins de mesures, être plus parcimonieux sur la mesure, ou alors penser aussi les incertitudes, c'est-à-dire je ne veux pas forcément chercher à avoir toujours la meilleure précision, mais je vais plutôt intégrer les imprécisions dans mes recherches et ça peut avoir des vertus très intéressantes qu'on fait déjà, hein, mais, donc ça c'est voilà, c'est un warning sur les high-tech qui mettent en avant. Et puis bon, le truc qui marche bien, qui mettent en avant aussi, c'est ce qu'on fait, ce qui se fait déjà pas mal, hein, c'est de combiner donc les high-tech et les low-tech dans la recherche. Donc on va avoir souvent une partie nécessaire qui va être haute technologie, qui va pas forcément être diffusée en masse. Et on va pouvoir accoler à ça, ce qui est intéressant de faire, c'est d'accoler à ça une partie low-tech, la partie qui est plus déployée ou la partie justement qui va avoir vocation à s'adresser au grand public, là elle va être plutôt low-tech. Donc voilà. Juste un point aussi sur les low cost, donc juste souvent le tech ça vient avec low cost, donc bon, faire attention à l'effet rebond, c'est-à-dire que quand c'est pas cher on va vouloir mettre plus de capteurs, donc bon, voilà, faire juste attention à ça. Et le fait que le low cost du coup parfois il a une durée de vie plus courte, donc il faut faire attention avec le low cost de pas augmenter l'impact environnemental de la manip à la fin ou de l'expérience parce qu'on finalement on a mis plus de matériel moins cher ou on va devoir plus le remplacer. Et donc sur le dernier volet de ce qu'il présente, c'est la partie qui me paraît importante, c'est la partie sur l'enseignement. Donc l'avantage des low-tech, c'est que ça répond à des vraies demandes des étudiants qui demandent de plus en plus d'avoir des considérations, des enjeux socio-environnementaux, l'utilité sociale de ce qu'ils font, sociétale. Et voilà. Il y a certains étudiants qui essayent d'avoir, qui recherchent un discours un peu autre que toujours plus de progrès techniques. Donc là, pour le coup, les low-tech, ils répondent bien à ces questionnements des étudiants, qui sont quand même assez nombreux. L'autre avantage des low-tech, c'est qu'on peut boucler la théorie et la pratique. Donc comme par définition, souvent c'est simple, du coup ça permet de faire l'expérience et la réalisation avec les étudiants dans un temps assez court. Et le troisième élément, donc c'est ce que disait Arnaud, c'est le high knowledge for low tech, c'est-à-dire que nous, dans notre position en recherche, on peut très bien continuer à faire le même type de recherche finalement, mais en s'intéressant à l'objet low tech en fait. Donc on va plutôt développer des savoirs et des savoir-faire et des connaissances de haut niveau, continuer à faire ça, mais commencer à regarder les problématiques que peuvent poser une démarche low tech au travers, par exemple, de se retrouver avec des contraintes matérielles qui ne sont pas les contraintes matérielles qu'on va prendre habituellement.
Donc voilà, ça c'est les quelques pistes, quelques notions que j'ai pu glaner quand j'ai commencé à me poser des questions sur ce sujet-là. Et donc, j'ai essayé en m'inspirant de ça de lancer quelques projets étudiants dans mon labo avec les écoles du coin. Et donc là, dans une deuxième partie, je vais essayer de vous faire rapidement un petit topo sur les trois projets que j'ai lancés et qui sont en cours. Donc, alors le premier projet, l'idée c'était de faire une réalisation d'un objet technologique low-tech avec des étudiants. Et la contrainte, donc, c'était de faire quelque chose à partir d'un microcontrôleur, c'est-à-dire que prendre un objet dans lequel il y aurait du code, mais justement de regarder est-ce que je peux faire un objet qui va contenir de l'intelligence, mais qui aura un impact pratiquement nul, c'est-à-dire la contrainte, c'est que donc je travaille avec Germain Lemasson qui est du Fab Lab du universitaire de Grenoble, là. Et donc lui, il a tout un stock de cartes électroniques en fait de ancienne génération, deuxième, troisième, quatrième génération, assez anciennes, mais qui sont fonctionnelles et en fait qui trouvent plus preneurs, qui sont plus utilisées. Donc typiquement, ça va être soit des startups qui ferment, qui lui donnent un lot de cartes électroniques qui du coup qu'ils n'ont pas vendu, soit ST Microélectronique par exemple qui leur donne des stocks qui donne des stocks de cartes à l'université parce que c'est des anciennes générations qui ne serviront plus. Donc là, la contrainte, c'était de se dire, ok, on va essayer d'imaginer un objet technologique qui va prendre ces cartes-là et puis faire un truc simple pour essayer de faire un truc 100% réemploi, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un objet technologique avec aucun achat. Uniquement avec ce qu'on a dans les tiroirs, que ce soit au Fab Lab ou au laboratoire. Donc après, il y a l'utilité sociétale comme contrainte qu'on se donne aussi si on veut rester faire l'exercice de rester dans la contrainte low-tech. Donc là, c'est pareil, c'est pas simple. On a vite fait de se retrouver à recréer un énième gadget technologique. Donc là, bon, on a un petit peu cherché, et puis bon, finalement, c'est dans les cercles social ou familial. Il se trouve que j'avais dans ma famille quelqu'un qui bosse dans un centre d'accueil pour migrants. J'ai par ailleurs aussi quelqu'un qui est une ancienne instit qui réalise des histoires audio pour enfants. Donc là, bon, on a réfléchi, en fait, ça matchait bien. C'est-à-dire que dans les centres d'accueil pour migrants, il y a des enfants qui arrivent, qui parlent pas français, qui sont parachutés dans les classes. Et donc l'idée, c'était de se dire, ok, je pourrais avoir une boîte à histoires, donc un genre de lecteur MP3 qui peut lire des histoires aux enfants dans les centres d'accueil quand ils sont hébergés dans les CADAR. Et ça fait un bon outil en complément de l'instit qui a le gamin dans sa classe et qui fait ce qu'elle peut pour essayer de lui apprendre le français en même temps que les autres. Donc voilà, là c'était un petit peu le scénario avec une utilité sociale de l'objet boîte à histoire. Donc on est parti de là et puis on est parti faire un projet étudiant avec ça. Donc ça c'est l'objet, l'utilité sociale. Donc le but final qu'il faudra arriver à aller jusqu'au bout quand on aura des objets qui seront 100% opérationnels. Et donc les ressources, comme je disais, c'est utiliser uniquement ce qu'on a dans les tiroirs. Donc vous savez comme moi que dans les laboratoires on a beaucoup de matériel dans les tiroirs et tout. Donc ça c'est pas forcément en fonction de ce qu'on veut faire. Si l'objet est assez simple, c'est pas forcément un problème. Et donc voilà, donc ça donne ça. Alors l'objet, donc il va s'agir on a fait le plus simple possible. Donc il y a une source d'alimentation avec un bloc secteur. Ensuite on a la fameuse carte électronique, là c'est des STM32 Discovery. Donc vous voyez c'est des choses assez anciennes qui ont le bon goût d'avoir une sortie jack. Donc du coup on va combiner simplement une carte comme ça avec des enceintes amplifiées. Donc là c'était le service informatique qui avait des cartons d'anciens amplifiés qui ne servaient plus. Donc on leur fait démonter tout ça, on les fait rejoindre. Il faut juste faire attention aux tensions d'alimentation des différentes choses. Et puis finalement, on prend un bidon de lessive pour faire la boîte. Et voilà, il faut différents éléments, mais pas plus. Il faut un peu d'étain, un peu de bâton de colle, du fil, des vis. Et puis la principale difficulté, elle va être surtout donc dans le code. Donc là, au bout de 2 ans donc 2 cycles de projets, c'est des projets pédagogiques qui sont assez courts sur quelques mois. Donc à gauche, on a le prototype qu'on a fait avec Germain, l'autre encadrant. Donc l'idée c'était de voir la faisabilité du truc en parallèle des étudiants. Donc on a réussi à faire un truc mécanique à peu près solide qui pourrait convenir.
Et les étudiants qui ont fait au bout de la deuxième année, la première année ils avaient un peu plus galéré, la deuxième année ils ont réussi quand même à faire cet objet-là, donc ils ont quand même réussi à copier et à mettre en œuvre la démarche au niveau mécanique électronique. Et bon, c'est surtout au niveau code que ça a pêché, c'est-à-dire qu'ils ont eu du mal à reprendre en main un STM32 Discovery de zéro, chercher les bouts de code, donc un bout de code qui lit une carte USB, une clé USB, un bout de code qui décode le MP3, un bout de code qui gère les boutons. Bon, ils ont un peu plus galéré, et donc du coup c'est plutôt Germain qui les a aidés là-dessus. Mais je dirais que le point bloquant, c'était ça, et puis peut-être un petit peu de compétences de bricolage. Et on voit qu'ils ont essayé de le peindre. Bon, c'était pas forcément une bonne idée, parce que là, du coup, la peinture, elle dégage direct. La découpe, elle est pas très propre, bon, mais ça, voilà, on voit bien qu'il y a des petites améliorations à faire, mais je trouve que c'était quand même encourageant. Et là, ça dépend beaucoup des étudiants, de leur capacité, quoi. Donc là, il y a une piste qu'avait indiqué Germain, c'était sur la partie justement l'enjeu d'arriver à utiliser des anciennes cartes. Donc c'est un peu ce que tu disais aussi. Comment je fais pour utiliser des anciennes cartes qu'on a dans les tiroirs, pour en mettre du code dedans, les remettre en fonction. Bon, il y a ce, je sais pas si vous connaissez, hein, il y a ce truc qui s'appelle Riot OS qui apparemment est un outil qui peut permettre d'avoir ce niveau d'abstraction, de pouvoir être multiplateforme et maintenir sur des plateformes qui sont justement obsolètes, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier projet. Le deuxième projet, là c'est plus le côté high knowledge for locals. Donc là d'habitude on fait travailler les étudiants sur la commande des éoliennes. Donc typiquement une éolienne, il faut quand même la commander parce que si on a le temps trop vite ou pas assez vite, elle produit rien. Donc il faut vraiment aller la mettre au bon endroit. Donc il faut du contrôle. Donc là l'idée c'était de travailler avec les étudiants sur je prends des contraintes low-tech et je travaille sur la partie commande comme on fait d'habitude. C'est-à-dire je fais des simulations, je fais des réglages, etc. Donc on utilise le matériel qu'on utilise traditionnellement pour la recherche sur la commande des éoliennes. Et puis aussi, du coup, là, on reconnaît un peu le matériel qu'on a pu acheter dans le cadre de Robotech sur des drones. Donc c'est des anciennes hélices, des anciens moteurs, des anciens drones. On va pouvoir demander aux étudiants de les reconvertir en éoliennes et regarder un peu ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, on leur demande de réfléchir à un schéma de contrôleur, même si j'enlève l'intelligence, est-ce que je peux pas faire des contrôleurs analogiques? Bon, il y a plein de sujets intéressants à leur faire en fait. Donc là, c'est la première année que j'aurais fait faire un projet. Ils étaient super motivés, ça a super bien marché. Là, on a eu un stagiaire master, donc il est en train de travailler là-dessus. Puis sûrement qu'on fera des projets l'année prochaine là-dessus. Donc par exemple là, c'était sur le contrôleur analogique, ils ont fait les simus, puis ils ont regardé une certaine configuration matérielle, ça va faire tel profil de rendement de l'éolienne. Voilà. Et donc le troisième projet, pour finir, là c'était juste une opportunité, donc c'était comme on était en train de travailler là-dessus, donc on avait avec nos petites éoliennes et tout, il y a l'enseignant qui passe et puis qui dit, moi j'ai besoin que vous refassiez les TP de traitement du signal de l'école. Et, et bon, il se trouve que ça fait partie de nos prérogatives, donc on peut pas dire non. Mais par contre, je dis ok, mais là, les délais sont courts, donc si tu veux, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye la démarche low-tech là-dessus, c'est-à-dire le défi, c'est de le faire uniquement avec ce qu'on a dans les tiroirs, on va rien acheter, on va essayer de le refaire complètement. L'avantage, c'est qu'il y avait une manip qui existait, donc on en a dit, on peut réutiliser ce qui existe déjà. Le but, c'est de refaire 8 manips plus une de rechange opérationnelle. Donc là, voilà, même démarche. Donc, vous voyez, le TP, hein, globalement, c'est juste un ventilateur, une petite éolienne, et derrière, la partie, ce que je disais high-tech, c'est-à-dire l'oscilloscope numérique et un PC avec MATLAB. Bon, ça marche bien, on l'enlève pas. Ce qu'ils avaient des problèmes, c'est que ça, c'était un peu léger. Il fallait fixer entre le ventilateur et l'éolienne, du coup c'est jamais fixe parce que les étudiants le mettent un peu comme ils peuvent. Ils avaient deux types, ils avaient ce type-là, 4 comme ça, 4 comme ça. Ça c'est les plus gros avec des gros ventilateurs de bureau, donc ça faisait plein de bruit. Donc bon, l'idée c'est qu'ils voulaient un truc un peu homogène dans cet esprit-là. Et puis ils avaient des problèmes avec ces ventilateurs-là, parce que c'est des ventilateurs de bureau, ça c'est des gadgets en fait. Il y a une carte électronique avec une batterie, et en fait on le branche, on le charge avec la batterie. Donc ils commençaient à tomber en panne les uns après les autres. Donc voilà, donc là par exemple le ventilateur, vous voyez, il y a alors j'ai pas mis la batterie là, ouais. Donc il y a une batterie en plus dedans. Mais en fait, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on va repartir de une partie du matériel en fait. Hein. Donc alors qu'est-ce que j'ai mis là? Excusez-moi, oui c'est ça. Donc voilà, les contraintes, c'est ce que je vous ai expliqué là. Donc comment on a fait? Du coup on a séparé pareil les parties. Donc ces ventilateurs là, on les a démontés. En fait, on a viré toute l'électronique et on s'est branché directement sur le moteur. Bon, il se trouve que c'était des moteurs à courant continu, donc ça tombait bien.
Donc là, on a juste branché un bloc secteur avec un bouton on/off sur les ventilos qui marchaient encore. Et quand ça marche, quand on avait plus assez, parce qu'on avait plus assez qui était en fonction, on a complété avec des ventilateurs de PC de la bonne taille qu'on avait. Et après, bon, il y a un petit peu de visserie, tout ça. Et puis, bah, la partie drone, c'est la partie drone, la partie éolienne. C'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était des moteurs de drone qui datent de 2014. Là, c'était les anciens drones. Donc voilà. Après, il y avait une bobine avec un aimant. Les bobines, on les a récupérées une partie sur les anciennes manips, l'autre partie, on les a pris sur des relais comme ça là, qu'on avait. Et donc à la fin. Ça c'est plutôt positif puisqu'on a réussi dans le temps imparti à faire des 8 plus une manip de pédagogique fonctionnelle en quelques mois, alors que même quand on achète neuf, traditionnellement c'est très difficile de le faire en quelques mois. En général, des manips pédagogiques, on les refait, il y en a pour un an. Donc c'était quand même un défi et bon le prof a accepté de prendre le risque. Bon, on voit qu'il y a les retours étaient positifs hein, des étudiants, les enseignants, la plupart étaient positifs. Il y avait des petits problèmes mécaniques liés au fait que c'était pas encore assez solide, mais bon, ça, pour l'année prochaine, on pourra le corriger. Et puis on voit que bon, il y a peut-être des questions encore esthétiques et d'homogénéité. C'est-à-dire que là, bon, il m'a fait un retour, il m'a dit ce serait bien que ce soit un peu plus homogène, parce que j'ai des bipages, j'ai des trois pales. Bon, là, on touche un peu aux limites de la démarche, parce que arriver à faire un truc, avoir 8 fois la même chose en gros fouillant dans les poubelles, c'est pas évident. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut avoir une négociation avec le demandeur et dire ok, bon, est-ce que c'est moche, est-ce que c'est sobre? Bon, moi je trouve que c'est sobre, mais il y en a qui trouvent que c'est moche. Donc voilà en gros les trois projets que j'ai pu faire ces 2 dernières années là sur ce sujet-là. Et donc bah pour essayer d'avancer en fait, parce que c'est sûr que le but nous en mécatronique et robotique c'est pas de faire absolument tout le monde de la low-tech. Moi, le premier, on travaille avec Amaury sur les drones et tout. On va pas s'amuser à faire des drones low-tech comme ça. Enfin, ça va pas marcher. Donc, l'idée, c'était plus d'expérimenter avec les étudiants et puis de réfléchir à ça et puis de dégager des pistes, des pistes de discussion. Donc, sur la partie low-tech, encore une fois, le but, c'est pas forcément de faire que de la low-tech, mais si on veut essayer de faire de la low-tech, ce que je ressors, c'est que ça prend quand même pas mal de temps de localiser les ressources, c'est-à-dire d'aller récupérer du matériel, et donc il y a forcément des habitudes à prendre. Euh, Qu'est-ce que je peux stocker, qu'est-ce que je jette bon, on va pas se retrouver à stocker des tonnes de trucs, mais bon, il y a certainement des discussions à avoir là-dessus. Les étudiants, ça c'est sûr qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont très, très réceptifs à ça. Et il y a quelques formations, enfin il y a quelques besoins de formation complémentaires qu'on peut très bien gérer au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, pour conclure, je reviens sur le document du comité d'éthique hein, qui disait, plus précisément dans ses recommandations, ce qu'il nous demande, c'est de mettre en balance l'ensemble des impacts négatifs et positifs d'une recherche. Donc, dans une logique de proportionnalité, ça veut dire on accepte clairement dans la mesure où la recherche va apporter quelque chose à la société, que nos recherches, notre travail ait un impact environnemental non négligeable, voire assez important. Tout est question de proportionnalité. Donc, à partir du moment où on a dit ça, ça veut pas dire qu'il faut forcément tout faire en low-tech avec juste un bout de scotch et du pistolet à colle, mais plutôt de réfléchir à quoi ça sert et quel impact on peut mettre en face, quoi. Et donc, bah, quand on a dit ça, il y a 2 pistes intéressantes à faire. La première piste, c'est arriver à évaluer son impact. Donc sur la partie achat, qui est la partie assez simple, il y a déjà donc les laboratoires, ils doivent faire leur bilan de gaz à effet de serre depuis quelques années là maintenant, et donc le Labo 1.5 fournit un outil, et notamment là récemment ils ont fourni l'outil sur les achats. Donc je suis allé voir un peu ce que ça donnait pour nos disciplines, donc les codes NACRE IA57, IA56, électronique, TA13, etc. quoi. Et bon, c'est pas encore ça. Disons que là, la manière de calculer l'impact environnemental de nos achats, si on prend leur outil, c'est un peu difficile. Donc, il y a certainement des choses à améliorer là-dessus, à discuter. Et puis sinon, bah, des choses un peu plus précises. Et c'est par exemple les bases d'ADEME que j'avais commencé à regarder. Donc là, il y a vraiment des données un petit peu plus précises sur une carte électronique, un moteur, une batterie, voilà, des choses un petit peu plus rigoureuses parce qu'en fait la partie de la bande 1.5 c'est vraiment monétaire, c'est-à-dire un code NACRE, j'associe un nombre de kilos d'équivalent CO2 par euro. Donc du coup ça fausse complètement si le capteur il coûte 4000 euros.
eh ben, il va avoir 4000 fois plus d'impact qu'un capteur à 1 euro, alors qu'on sait bien que c'est pas ça. Donc il y a sûrement des choses à ajuster là-dedans, mais voilà, c'est un début en tout cas. Et après, on peut travailler sur les achats. Donc voilà, quand on veut essayer de réduire son impact, on peut acheter en reconditionné, en seconde main. Et puis récemment, le CNRS qui a mis en place une bourse au matériel, qui me paraît une démarche intéressante. Ça vaut le coup d'aller voir. Euh, on passera pas à côté d'un questionnement sur nos sujets de recherche, mais ça se fait dans les équipes de recherche, dans les labos. Voilà, discuter de ce sur quoi on travaille, les finalités. C'est une démarche qui est légitime et qui est donc du coup explicitement demandée par le comité d'éthique. Voilà, continuer à faire de l'open source, d'open design, ça c'est plutôt, ça va plutôt dans le bon sens. Et puis j'ai mis s'impliquer. En fait, il y a plein d'instances qui existent dans lesquelles on peut aller voir. Donc j'ai mis les Repair Café en premier parce que ça répond bien à la problématique de formation des étudiants. Quand on va traîner dans les Repair Café, on est tout de suite dans le bain de aller fouiller les poubelles, sortir les machins, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de quoi, et c'est vachement intéressant. Après, il y a Eco Info, Labo 1.5, qui sont des instances plus institutionnelles. Le Low-Tech Lab que j'ai mentionné tout à l'heure, toutes les organisations de sciences citoyennes qui peuvent être un bon guichet pour aller trouver des applications sociétales intéressantes. Et puis en dernier, donc le forum L'Autre, donc ça c'est un forum autour des low-tech d'enseignement recherche. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder et utiliser ce forum pour débattre de discussions, parce que c'est vraiment ciblé communauté enseignement recherche. Voilà, donc utiliser notre réseau, comme disait Arnaud aussi, pour discuter de ces sujets-là. Merci. Du coup, il est 30. Sinon, on pourra discuter de ces sujets un peu chauds plus tard. Ouais, j'ai plus une remarque pour compléter ta conclusion. Ouais. Maintenant, même dans les marchés publics qui dépassent un niveau, je ne sais plus lequel, en tout cas, on doit intégrer dans la notation obligatoirement au moins 10% de la note est basée sur des critères qui sont, comme tu l'as dit, assez flous parfois. Mais voilà, il doit y avoir des considérations, on va dire, notation dans ces marchés publics, c'est au moins 10%, donc ça, c'est pas négligeable quand même. C'est au moins. Ouais. C'est pour ça que par exemple les marchés informatiques, ils devraient évoluer, tout le matériel informatique qu'on achète dans les marchés. On devrait pas tarder à avoir des offres de reconditionner dans certains cas, je pense. Ça va venir. Peut-être une deuxième remarque / question. Le problème dans la recherche, c'est qu'on ne satisfait aucun besoin. Il y a pas mal de liens avec les entreprises quand même. Ça peut, mais avant d'arriver, on fait des trucs. Oui. Parce que le chercheur a eu une idée, quoi. Enfin, et il n'y a aucune finalité concrète. Je veux dire, je parle sociétalement. Ouais, mais ça dépend des recherches en fait. C'est un sujet qui peut être discuté pendant des heures. Enfin, c'est un sujet qui est vraiment sur la table là. Et c'est vrai dans certains cas, et c'est pas forcément un problème en fait. La recherche, c'est accroître les connaissances. Voilà. Après, on peut se dire, toutes les connaissances sont-elles bonnes à produire ou pas? On peut philosopher pendant des heures, mais en tout cas, voilà. Pour le coup, si ça sert à rien, c'est déjà pas mal. C'est mieux que si ça empire les choses. Oui. Et puis, tu as déjà le même problème avec le financement. Comment tu arbitres le financement de toute façon pour une recherche qui sert à rien? Et on le fait quand même parce que on se dit que ça sert à quelque chose de savoir. Le savoir. Le savoir. Après, il peut y avoir la notion de seconde main aussi. Il y a tout le matériel, ordinateur, robot ou autre, dont tu peux faire soit un don, soit tu peux le mettre au domaine pour qu'il livre. Ça, c'est important. Logistique et de savoir qui n'est pas négligeable, mais qui est important justement à discuter, à mettre en place. J'ai parlé effectivement de acheter en seconde main, mais on peut aussi remettre dans le circuit les choses. Donc ça, c'est vrai que... Et ça, c'est pareil, c'est des choses, ça se travaille parce que par défaut... vous allez voir votre gestionnaire, vous dites je veux donner ce PC là à tel collège, ça va plutôt être non. Mais donc je veux dire, ça se travaille quoi. Il y a des procédures avec des inventoriés, les machins. Enfin, c'est faisable, mais c'est juste c'est pas simple. Et c'est pour ça que je pense qu'on gagnerait à échanger sur ces sujets-là, se donner un peu des trucs.
Donc Arnaud, ce qu'il disait, c'est que peut-être on peut profiter de la mail list du réseau pour échanger des informations sur ce sujet. Ouais, rien que des Peut-être faire une section dans le wiki ou voilà pour Ouais. donner des infos, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est des sujets qui moi m'intéressent. Arnaud, ça l'intéresse, donc on pourra déjà faire une section wiki tous les deux. On va se chauffer tous les deux et puis voilà. Bon, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ouais. Merci bien pour la présentation, c'est un sujet très intéressant, donc je vous félicite tous les deux pour attirer l'attention sur ce point-là. Et donc ma petite question c'était sur comment on peut faire l'équilibre entre le temps qu'on va mettre pour créer le composant et le gain avec le composant, sachant que pas seulement on doit réfléchir sur ces gains de gain, donc aujourd'hui au lieu de choisir un moteur dans le catalogue, on peut aller voir des moteurs qui sont déjà par exemple développés, optimisés pour l'automobile ou autre. Donc c'est fait gagner dans le coût et tout ça. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une procédure ou un outil qui permet d'équilibrer entre le temps où je vais chercher le composant contre de l'autre partie, le gain que je fais si je vais directement dans le catalogue et j'ai le composant taillé? Bah, déjà, je pense que c'est pas le même contexte. Si on est en train de fabriquer un prototype pour la recherche dans le but de produire des données pour une expérience ou une publication, là, j'ai pas d'autre contrainte que de le faire dans les temps. Et ça va pas être la même chose que si je fais un projet étudiant et il y a aussi une visée pédagogique et d'aller explorer qu'est-ce qu'implique la démarche low-tech dans nos disciplines. Donc c'est pour ça que là, les projets que j'ai présentés, c'était vraiment dans ce optique-là. Donc on a passé du temps, on a perdu certainement du temps sur des trucs où on aurait pu juste acheter un truc et on aurait gagné du temps. Mais c'était pas l'idée. Donc si on est dans une optique où j'ai pas une visée pédagogique, je veux juste essayer de faire au mieux en fait. Et bah oui, forcément, on a surtout la contrainte de délai en fait. Donc en fonction des ressources que tu as, si tu es tout seul à faire le truc ou ça t'inquiète personne, bon bah si t'as le temps, tu peux essayer de le faire et puis si t'as pas le temps, bah c'est tout. La contrainte, c'est de tenir son délai, je dirais intuitivement comme ça. Aujourd'hui, pour le nouveau manière de designer mécatronique, il y a l'approche de dire que j'utilise ce qui est sur la table, j'utilise ce que les autres ont déjà utilisé, même pas dans le même contexte. S'il y a un petit moteur dans le machine à laver, donc on peut. Oui. Par contre, il faut savoir que ça existe. Oui. Et toute la question, c'est comment faire comprendre aux clients, surtout aux ingénieurs, que ça existe. Ouais. Donc c'est peut-être plus rapide d'aller chercher quelque chose, même dans. Il faut faire un robot avec un moteur qui vient de machine à laver. Oui, oui. C'est le fameux ne pas réinventer la roue. Exactement. Ouais. Et surtout trouver l'outil là où on n'a pas pensé. Ouais. Donc, et ça, effectivement, ça peut être intéressant de faire travailler les étudiants là-dessus en disant où je cherche, quel est le domaine dans lequel je travaille et donc quels sont les autres domaines dans lesquels je vais trouver des choses similaires. Exactement. Ouais. En tout cas, merci bien. Je suis très content de voir que vous êtes en train de travailler sur cette action. Merci. Prochaine. Jean-François qui lève la main. Après, il faut qu'on parle des drones. Hein. Ah ouais, c'est vous. Une remarque peut-être, j'ai l'impression, enfin, je te reprends ce que tu viens de dire, mais dans le cadre de T-Rex et de plateformes nationales, vous avez envisagé d'acheter des équipements similaires parfois sur différents sites, notamment pour le drone, mais pas que, aussi pour les véhicules autonomes et d'autres domaines. Est-ce que ça participe, ces achats mutualisés, harmonisés, à ces low-tech et est-ce qu'on peut, pour moi c'est en partie de la low-tech, parce qu'il y a une réflexion sur le meilleur d'achat et aller plus loin ensemble avec les mêmes équipements, mais comment est-ce qu'on peut encore aller plus loin, ou comment est-ce qu'on peut pousser cette démarche dans le cadre de T-Rex. De T-Rex, ouais. Je dirais pas que c'est low-tech, parce que low-tech c'est quand même assez, on va dire, radical. Dans certains domaines, ça s'y prête bien. Dans le domaine de la robotique et de la mécatronique, bon, à ce stade-là, moi je considère que c'est pas gagné. Enfin, on peut pas vraiment faire de la low-tech tel que c'est décrit. Et donc, autant laisser la définition de la low-tech à ceux qui peuvent en faire. On peut s'en inspirer.
Mais je dirais plutôt que peut-être ce qu'on attend de nous, c'est de faire de la robotique et de la mécatronique en considérant les impacts de manière un petit peu plus responsable, quoi. Déjà, c'est déjà un bon début. Et ça passe par, ça veut dire s'inspirer de ce qui est fait en low-tech, mais on n'arrivera jamais jusqu'à cocher toutes les cases. À mon avis, c'est difficile, quoi. Et donc, dans le cadre de minimiser l'impact, effectivement, le truc intéressant, c'est la mutualisation du matériel. Donc c'est essayer de faire des achats communs, partager le matériel, réutiliser le matériel, le redécliner. Ça, c'est sûr que c'est plutôt un plus, quoi. Enfin, vu qu'il y a des achats en commun, si il y a certains sites comme le tien qui avaient des idées pour la réutilisation des hélices de drones, ça pourra se faire sur les autres sites aussi. Oui, alors effectivement, je disais, la difficulté, c'est de trouver les ressources. Quand on fait un projet, après on se dit, maman, j'ai pas assez de ressources, j'avais fouillé dans les poubelles, mais en fait, effectivement, au travers d'un réseau comme ça, et même ou de la bourse au matériel CNRS, tout simplement, on pourrait faire circuler le matériel. Et ça pourrait vraiment être intéressant. Avant on va dire, de le transférer à la société civile, on peut aussi faire tourner le matériel entre les labos, quoi. Je voudrais juste un truc par rapport à Robotex, c'est qu'il y avait déjà un problème, hein, c'est un problème récurrent, un problème de manque de personnel qui fait que les plateformes sont souvent sous-exploitées juste parce que on n'a pas de personnel pour les exploiter, qui fait que artificiellement on achète plus de plateformes que ce qu'on utilise parce qu'on n'a pas de... Et ça pourrait avoir un gros effet de levier si on arrivait à un peu inverser cette logique d'acheter du personnel plus que d'acheter, hein, mais c'est des dépenses comme les autres, hein, plus de personnel que de matériel. Payer des gens. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'en discuter après. On pourrait faire autour d'une bière après. On a encore une présentation, donc c'est Amaury du Salab sur la démarche de conception de drones modulaires pour la recherche.